Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Donc aujourd'hui on va résoudre l'exercice Utumno Level 2 à Level 3. Donc une fois qu'on est connecté avec le mot de passe précédent, on va dans le répertoire Utumno. On regarde le fichier qui nous intéresse. Donc nous là le fichier qui nous intéresse Utumno 2. On fait un ls al, donc là on regarde que le fichier Utumno 2 plutôt, est situé ID avec le S là. On va l'exécuter pour voir le comportement. Donc là on fait Utumno 2. On voit qu'il nous affiche un message AW2D, mais on voit pas grand chose. On va essayer de lui mettre plein de caractères derrière, et on voit rien. Alors on va faire un ltrace, ça se trouve avec ltrace, on va voir qu'il va essayer de copier quelque chose dans quelque chose ou pas. Et si on fait un ltrace, là on voit rien du tout. Il fait juste un appel sur put et après il fait exit 1 et il n'y a rien d'autre qui se passe. Là, on va être obligé de prendre un debugger pour voir ce qui se passe réellement et comprendre un peu le programme. Donc on va faire ceci avec radar2. Donc on fait R2 pour radar2 et on passe en mode débugage. On met Utumno 2. On va l'analyser en faisant triple A. On va sélectionner la fonction main et on va le désassembler en faisant PDF. Alors, on essaye de voir s'il y a des choses intéressantes. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs sauts conditionnels. Il compare des valeurs par rapport à des arguments. Là, par exemple, on voit qu'il compare que si l'argument égale à 0, donc égal à nul, il fait un saut vers ici. Et il va sur une autre branche où il y a un string copy. Si il ne fait pas le saut, il continue. Et là, on a une autre branche. Donc là, il compare, est-ce que argument V est égal à 1? Donc si il n'est pas égal à 1, jump, il nous affiche le message AWD, c'est ce qu'on avait. Sinon, si c'est égal à 1, là, si ce n'est pas égal à 1 là, si on fait égal à 1, il va continuer jusqu'à là, il va tester quelque chose, il va faire un saut vers là, et derrière, il y a un string copy. Et donc là, c'est la fonction qu'on va voir si elle est contrôlée ou pas, si elle contrôle la longueur ou pas, ou s'il y a moyen de faire un débordement overflow. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il va copier, là on voit le prologue ou la mémoire, il va copier dans envp, donc c'est la variable d'environnement. Donc c'est une variable qui va se trouver après les arguments après le programme. On voit qu'il rajoute un décalage de 28, donc le décalage de 28, là nous l'a converti, ça fait 40 en décimale. Donc ça veut dire il va chercher quelque chose 48 octets après. Alors ça peut être plus ou moins, et ça trouve, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on ne sait pas si c'est 4 octets sur 40 octets, donc on divise par 4, donc ça fait 10. Donc ça serait 10 adresses suivantes, ou si c'est autre chose, ou etc. Donc ça sera à nous de le découvrir. Donc une des méthodes, ça serait de pouvoir exécuter Utumno 2 avec un nul, et derrière, dans le EMVP, faire notre propre shellcode. On quitte. Et là, il faut voir comment réussir à faire ceci. Donc, comment on peut mettre des arguments et mettre des environnements. Donc ça, on peut le faire avec la fonction, il faut connaître, hein, avec la fonction exec-cve. Donc, c'est man exec-cve. Là, il nous explique comment ça fonctionne. Donc, c'est avec unistd.h. On voit que la première chose qu'il prend là, c'est le nom du chemin du programme qu'on va exécuter, les arguments, donc il faudra mettre un nul, et là il va copier quelque chose dans EMP. Donc là il y aura un décalage de 40. Donc on ne sait pas trop, il faudra taper, ça sera à nous de calculer. Donc normalement ça sera à 10 près, ça peut être à 9, ça peut être à 8, ça dépend comment ça a été compilé, etc. Donc faisons ceci. Donc là il faut créer un répertoire où on peut compiler et faire les tests. Donc là, on va créer un répertoire où on peut écrire, hein. Donc vous faites un répertoire dans TMP, le répertoire, vous l'appelez comme vous voulez, du moment qu'il n'existe pas. Donc là, pour l'exemple, je l'appelle ZZ. Vous, ce sera sûrement un autre, un répertoire qui n'existe pas. Donc une fois qu'on est dedans, on va créer notre fichier. Donc là, attends, on fait un tmux, ce sera plus simple pour vous. On va faire un fichier test. Donc le premier fichier, on fait un vime, on va l'appeler test.c. On met les nombres. Et là, on va créer un programme qui nous permet de exécuter Utumno 2 avec nul et nul. Donc, on va voir à qui va passer le string copy ou pas. Donc, la première condition. Et vu que là, il y aura un autre nul, normalement, l'argument aussi 1, donc ça devrait aussi le compter.
Donc une fois qu'on fait ça, on l'enregistre. On va le compiler. Donc pour le compiler, vous faites GCC. Alors on va le compiler en 32 bits. Donc on fait M32. Le programme s'appelle testc et output. Donc le binaire, une fois compilé, ça s'appellera test. Donc là, on a un message de warning parce que normalement, on ne devrait pas mettre de nul comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionnera. C'est pas une façon standard d'exécuter la fonction execCVE. On va l'exécuter avec ltrace pour tracer, voir qu'est-ce qu'il fait. Là, on a une segmentation de faute parce que là, on a mis sur, on pointe sur une adresse qui est nulle, donc c'est normal que ça fait une segmentation de faute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, il essaie de copier quelque chose en string copy. Donc là, c'est bon. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est de savoir quel est le décalage au niveau où on peut injecter le débordement. Non, parce que là, ce qu'on va lui envoyer dedans, là, le 1VMP, là, c'est les adresses. C'est les adresses qui vont pointer vers des chaînes de caractères. On ne sait pas quelle position d'adresse est vulnérable à un débordement, s'il y a un débordement de tampon, et où string copy le passe. Donc on quitte, on fait un while test par exemple 2, on met les nombres. Donc là, on a le même programme qu'avant, sauf que là, on lui met quelque chose dans EVMP. Là, ça va correspondre par exemple au nombre d'arguments, là, les chaînes qu'on va lui mettre. Et on va essayer de voir c'est en quelle position il prend la chaîne. Donc en faisant ltrace, on va regarder à partir de quelle position il la copie. Donc faisons ceci. Alors normalement, si on aurait fait les calculs là, avec les 40 octets en arrière, on serait tombé à 10. Là, ça trouve, on va pas tomber à 10, hein, on va tomber avant ou après. Donc là, une fois qu'on a le programme, là, on l'enregistre. Donc là, on va compiler test 2, donc en 32 bits avec M32, et en sortie binaire test 2. Donc on a toujours notre warning, donc c'est pas grave. Là, on va faire un ltrace, on va faire test 2, et on va voir quelle position il a copié. Donc là, on voit qu'il a copié la valeur 11. Donc ça veut dire que là, cette valeur-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, là, il s'en fout. Lui, il veut aller à la position 11. Et ni la 12 et ni le nul à la fin qui termine le tableau d'adresse. Donc là, on sait que c'est sur celle-là où ça tape. Après, là, maintenant qu'on sait que le 11, ça tape, là, vraiment, là, il faut faire une longue chaîne et voir à partir de quand, avec un padding, il déborde. Et donc, on va faire ceci. Donc, on va l'appeler test 3. On met les nombres. Donc là, on a la même chose. Sauf que là, au 11e caractère, on a mis un pattern. Donc on a mis un schéma qui permet, une fois que c'est débordé, de récupérer la valeur et savoir à partir d'où, combien de caractères ça plante. Donc là, on va le compiler. Donc on fait test 3. Donc avec ltrace, alors ça se trouve, on ne pourra pas voir l'adresse, ça déborde. Donc là, on voit qu'il y a une segmentation de faute. Donc on voit que le pattern est assez grand pour que ça déborde. Donc là, on n'a pas accès à l'adresse où ça plantait, donc il faudra le découvrir avec un débugger. Donc là, il va utiliser un autre débugger. Je vais utiliser GDB PEDA et on va mettre test 3. On fait run pour l'exécuter et on regarde où ça plante. Alors là, on voit que ça plante à l'adresse 45, 45, 45, 45. Alors 45, 45, à quoi ça correspond comme lettre? Donc on fait un man key. Et si on regarde 45 là, ça correspond à la lettre E. Donc c'est là que ça plantait. Donc en fait là on aura un padding de 1, 2, 3, 4. Donc là on a 4A, 4B, 4C, 4D. Donc ça fait 4 x 4, 16. Donc là, le but du jeu, ça sera par exemple de faire un padding de 16 lettres, de mettre une adresse, de retour, et de taper dans du shellcode. Alors le shellcode, on va le mettre pas derrière ici, on va le mettre par exemple sur le 8 ou sur autre chose. Donc il faudra faire le test et aussi récupérer l'adresse de retour. Parce que là, ça trouve l'adresse de retour, nous on ne connaît pas tant qu'on n'a pas débugué avec ceci. Donc on quitte. On va faire la même chose, le test 4 avec. Donc là on met les nombres. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, j'ai créé la même chose. Là, on met le nops lead et le shellcode. Alors le shellcode, là, on va le mettre à la position 8, qui ne fait pas le débordement. Et là, nous, on a le padding, là où il y a le débordement. Et où là, on va mettre l'adresse qui est là pour taper ici. Donc là, le problème, c'est de trouver cette adresse. On va faire un petit schéma pour que ce soit plus simple, pour que vous compreniez. En fait, là, on a notre padding.
on a l'adresse. On va mettre le shellcode autre part, en arrière, là, le shellcode, avec notre adresse, là. On va taper ici, comme ça. Alors, on va taper pas forcément sur l'adresse, sur le shellcode, on va taper en fait sur les NOP, donc sur les nos opérations, pour être sûr de taper au bon endroit s'il y a décalage au niveau du shellcode et notre lead, etc. Donc, comment connaître l'adresse qui est ici? Eh ben, il faut l'exécuter, il va planter, on va regarder la pile ESP et on va essayer de voir une adresse qui fonctionne. Donc là, on va compiler notre code test 4, c'est en test 4 binaire, hein, en 32 bits. Et on va le mettre dans le debugger pour essayer de voir où on peut taper au niveau des adresses. Donc on fait gdb peda. Alors ça va être un peu chiant parce que ça va être un peu compliqué parce qu'en fait avec exec-cve là on l'exécute utumo et c'est un autre process derrière. Mais bon, ça va le faire. Donc on fait test 4. Alors on fait run. Et là, ça va planter l'adresse 42, 42, 42, donc parce que là, on a mis une mauvaise adresse au niveau www. Donc là, on va aller dans la pile, donc on fait X, on met 500, on met une valeur assez large, on met X, W, et là, il faut mettre entre parenthèses pour regarder en arrière de la pile, ESP. Par exemple, là, je peux mettre 100, ou ouais, je mets 100 par exemple. Et là, parce qu'en fait, là, on a mis notre shellcode en arrière. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc on fait entrer, on va agrandir, on va voir si on voit notre lead. Alors là, je vois les 90, 90 et l'adresse c'est, on voit bien que c'est FFFFDF9C. Alors, faire gaffe, on est en Little Endianness, donc il faudra mettre l'adresse à l'envers pour que notre shellcode soit exécuté, pour que l'adresse soit bonne. Donc c'est 9CDF. Donc ça, vous l'écrivez quelque part ou de mémoire, vous vous en rappelez. Donc c'est 9. Donc là, on met à l'envers, donc 9CDF, FF, FF. Donc là, on met la bonne adresse. Donc là, ça va pointer au bon endroit. Une fois que ça est fait, il faut compiler. Donc là, on quitte notre debugger, on recompile et on voit est-ce que ça fonctionne si on l'exécute. Donc on fait test 4 et ça fonctionne. Alors là, le shellcode, il faut faire attention. Le shellcode que j'ai mis, c'est le shellcode que vous voyez dans les exercices Narnia, hein. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. C'est un shellcode avec l'argument bash-p qui applique la persistance. Si vous faites un simple shellcode standard bin.ch, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez bien un shell, mais vous n'aurez sûrement pas le CTUID, donc le bon utilisateur. Là, si on fait un UMI, normalement, on est en utumo numéro 3, donc là c'est bon. On fait un ID, c'est la même chose. Là. On a le EID, il est en utumo 3. Vous pouvez comme d'habitude lire le mot de passe au même endroit dans etc, utumo pass et utumo 3. Donc faites l'exercice pour voir le bon mot de passe. Faites attention au niveau des adresses, ils sont sûrement pas les mêmes chez vous. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? Là, on a appris qu'on pouvait même exploiter des vulnérabilités avec exec en envoyant un truc nul et des choses qui sont pas vraiment probables. On a vu qu'on pouvait exécuter un processus distant et réussir avec injecter un reverse shell et avoir les droits CTUID. Donc ça, il faut faire super attention. Surtout des fois, là, comme on voit, il peut y avoir des héritages de droits. Donc par exemple, le processus pair, il n'avait pas le droit, mais le processus fils avait des droits et ça exécuter un autre processus qui lui a donné les droits. Donc il faut se méfier, par exemple, quand il y a plusieurs programmes qui s'exécutent en chaîne, si dans la chaîne il n'y a pas des programmes qui ont des vulnérabilités et qui ont des droits assez hauts. On a appris qu'on pouvait exploiter les variables d'environnement autrement qu'on avait connues avec la fonction export. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.